Alors voilà, les fabacées. Alors le titre, il devait être en haut. Les fabacées. Et donc là, on arrive au premier acte, maintenant qu'on a décrit tous les éléments vivants d'un sol, le premier acte de la reconstruction d'un sol, ou du moins de son adaptation au réchauffement climatique. Le premier élément, vous l'avez compris, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de vie dedans, qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'animaux dans le sol. Or, un animal, ça mange quoi? Certes, des choses qui se dégradent, mais un animal, c'est fait de protéines. Ça a besoin de manger des protéines. Lorsque je suis éleveur de bovins à Meillard, que j'ai un chargement de 1 UGB, une grosse vache par hectare, 600 kg de vache par hectare. Donc, en tant qu'agriculteur, je suis conscient qu'il faut que je lui apporte des fourrages, donc des fourrages récoltés sur 1 hectare, pour nourrir ma vache. Quand on élève des animaux, on leur donne à manger. Mais maintenant, si j'ai des vers de terre, 2,5 tonnes par hectare, c'est-à-dire 4 fois plus, ou un peu plus de 4 fois plus que ce qu'a un éleveur très performant qui a une vache par hectare. 4 fois plus de bestioles à nourrir en biomasse. 2,5 tonnes contre 600 kg. À quel moment je réfléchis la ration de mes vers de terre? Où sont les protéines? Aujourd'hui, on achète du soja à grands frais qui vient de l'autre bout de la planète pour nourrir les vaches. Où sont les protéines qui vont nourrir mes vers de terre? Mes vers de terre et tout le reste. Il faut manger des protéines. Donc, des petits pois, des fèves, des légumineuses, tout ce qu'on appelle en botanique des fabacées. Et beaucoup, vraiment beaucoup. Le gros facteur limitant de nos sols, c'est qu'on ne donne pas suffisamment à manger à la vie du sol. La moindre feuille, la moindre branche, la moindre feuille verte, le moindre petit trèfle, tout devrait être resté sur place pour nourrir toute cette faune. Quels sont ceux qui tondent encore leurs parcelles, leurs pelouses, leurs vergers, et qui vont sortir toute cette herbe de chez eux? Certes, ça fait propre. Mais pour le ver de terre, vous lui nettoyez son assiette avant même qu'il ait commencé à manger. On n'est pas tout seul sur Terre, et si on veut que la Terre nous aide à régler les problèmes que l'on a, il va bien faire attention, on doit bien prendre conscience qu'il va falloir nourrir les animaux du sol. 2,5 tonnes, vous vous rendez compte? Il faut qu'on soit plus performant que les meilleurs agriculteurs de bovins de la Corrèze. Quel challenge! Et vous allez voir comment on peut s'y prendre. Ah, c'est bête. Voilà, donc c'est les couverts végétaux. Partout, partout, il faut qu'il n'y ait pas de terre nue. Partout où on peut, il faut cultiver plein de plantes. Ces plantes, souvent, autrefois, on disait des engrais verts. Non, il ne faut plus appeler ça des engrais verts. Des fourrages verts pour les vers de terre. Des fourrages à verre verts. Vous comprenez? Et il en faut beaucoup. Et plus il y en aura, plus il y aura de la porosité dans le sol, plus il y aura de vie dans le sol, et plus il y a de vie dans le sol, moins on aura de problèmes. Parce que cette vie, c'est ce qui va assurer la résilience de nos écosystèmes. L'étude des gens d'Alicante, juste avant. Découvert. Alors vous savez que sur les racines des légumineuses, bon, je te mettais dans le bon ordre, ah ben non, elle descend. J'y comprends rien, cette machine. Alors, sur les légumineuses, dans leurs racines, les fabacées, donc, elles ont des petits nodules, hein, comme ces petites excroissances qui sont là. Et quand on les coupe en deux, dedans c'est rouge, comme du sang. C'est juste ce symbole pour se rappeler que c'est comme du sang, donc ça a un peu la même richesse que le sang. Donc c'est un truc qui est bien pour faire de la viande, quoi. Voyez.
hein, même s'il y a plein d'explications sur le fait que ce soit rouge. Et alors, ça, c'est dû à des rhizobiums, donc ce sont ces petites bactéries rouges qui se trouvent à l'intérieur et qui sont capables d'absorber l'azote de l'air. Et l'air que nous respirons est composé à 4/5 d'azote. C'est hyper abondant, abondant plutôt, hyper abondant sur Terre. Et donc, voilà. Alors, là, j'ai une superbe photo là, juste après. Ah, elle est sur le côté des Pseudomonas. Parce qu'il y a bien sûr toutes ces bactéries qui vivent avec les légumineuses, mais aussi plein de bactéries qui vivent libres dans le sol, et notamment dans les mucus, donc dans les cacas, des vers de terre, des empétréides, des amibes, de toutes ces petites bestioles. Pseudomonas. Regardez comme c'est beau, c'est tout rouge, c'est des petits poils, et ça a une espèce de grosse touffe là, qui leur permet de voyager et de se déplacer dans les sols. Voilà. Bon, c'est dans les... Ah, vous avez compris. Ah, bon alors, voilà. Donc, aussi, on voit, comme vous voyez un peu au moins le bas, ça c'est la Terre, et c'est une étude qui montre où sont répartis les fixateurs d'azote sur Terre. Et vous voyez que chez nous, on est bleu. Alors la légende en haut, ça veut dire qu'on n'a que 4%, moins de 4% des micro-organismes qui sont fixateurs d'azote. Et avec le réchauffement climatique, on voit que sous les tropiques, c'est vert et c'est même rouge près des déserts. Rouge, ça veut dire 40%. 40% des bactéries d'un sol fixent de l'azote. Et qu'est-ce qu'on voit en Amérique? On voit que depuis quelques années, ces bactéries fixatrices d'azote qui étaient dans les zones tropicales sont en train de migrer. L'Amérique, ils veulent mettre des murs de nouveau là-dedans et renvoyer tous les migrants, là, je ne sais pas trop où, mais n'empêche que migrent avec ces migrants, peut-être sous leur godasse d'ailleurs, peut-être aussi parce qu'ils viennent avec les graines de ce qu'ils ont cultivé chez eux et que ça ramène toute cette vie ici, dans le Nouveau-Mexique, dans le Texas, et que ces bactéries sont en train de coloniser les Amériques. 40%. Et donc ces bactéries fixatrices d'azote ont quelles conséquences? Il y a tellement d'azote qui se produit dans ces écosystèmes qu'il y a plein d'animaux qui sont appelés par la Terre à la rescousse pour se développer, pour vivre, pour refaire du sol, et que chez nous, ils ne sont pas arrivés. Peut-être qu'on n'accueille pas assez de migrants, peut-être qu'on n'accueille pas assez de migration. C'est vrai qu'il y a tout un Sahara à traverser, il y a toute la Méditerranée à traverser, mais vous voyez qu'on a pris énormément de retard. En diversité de micro-organismes, entre le bleu et le rouge, il y a un facteur 1000. C'est-à-dire qu'il y a 1000 fois plus de bactéries, d'espèces différentes de bactéries fixatrices d'azote, ici que là. En nombre de plantes capables de les accompagner, il y a un facteur 100. Ça veut dire qu'il y a 100 fois plus d'espèces qui fixent de légumineuses ici que là. On a un petit peu ça chez nous, si on regarde que les luzernes, par exemple. Dans le nord de la France, on a 3 espèces de luzernes sauvages. Dans le sud, on en a 14. Et il y a toujours une espèce de différence comme ça. Mais bon, la différence n'est pas encore assez grande. Et donc, c'est un phénomène que nous pouvons accompagner pour que nos terres aient suffisamment d'êtres vivants. Alors, comment faire pour qu'il y ait plein d'azote dans nos sols, pour qu'il y ait plein de ces bactéries-là, pour qu'il y ait plein de vie? Eh bien, il faut planter des fèves, il faut planter de la luzerne, il faut planter plein de choses. Il faudrait que toute la surface, oui, et donc pour là, ça veut dire que 40% de la surface soit occupée par une légumineuse. Dans mon verger, est-ce qu'il y a 40% de la surface qui est occupée par de la luzerne, du sainfoin, du trèfle ou toutes ces légumineuses qui peuvent pousser, je ne sais pas ce qu'il y a spontanément à Meillard, mais sûrement des trèfles, des luzernes. Hein. Et est-ce qu'il y a 40% de la surface occupée par ça? Peut-être pas. Hein.
Et donc, ça veut dire qu'il va falloir retravailler un petit peu le sol, ressemer un petit peu de légumineuses pour nourrir tous ces animaux si gourmands. Ah. Et donc, voilà, donc, une fois qu'on a ça, on voit que les sols qui fonctionnent bien, même chez nous, c'est des sols forestiers. Dans un sol forestier, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans nos sols. Il y a du bois. Et le bois, vous voyez, c'est ces filaments blancs qu'on voit dans le sol. Le champignon, le bois se décompose par des filaments blancs de champignons. Et donc le fait qu'il y ait du bois va conditionner le fait qu'on ait plein de champignons. Et ces champignons, les champignons forestiers qu'on aime bien, font partie souvent de ces champignons qui savent décomposer le bois. Hein. On trouve les cèpes pas trop loin des arbres. Hein. Voilà, et donc le bois qui se décompose, je suis vraiment désolé que les photos apparaissent comme ça, mais dès qu'il y a du bois, il y a du champignon. Alors dès qu'il y a du champignon, qu'est-ce qui se passe? C'est un champignon magique, il est luminescent. Hein, vous savez qu'on a des champignons luminescents dans nos forêts limousines. Mais pour bien les voir, en fait, il faut qu'il fasse vraiment bien nuit. Il faut qu'il fasse chaud en été. Et on voit qu'ils émettent une petite lumière blanchâtre, verdâtre. C'est très très beau à voir. Il faut dormir dans les bois pour s'en rendre compte. Hop, hop, hop. Ah, où est-ce que c'est ? Bon, alors on va tout mélanger. Les champignons ont de super pouvoirs. Ils ont inventé, alors on l'a à droite, le canon à protons. C'est une espèce d'agencement de molécules tout à fait prodigieux. On a l'intérieur du champignon à droite, la membrane, c'est la grosse barre grise qui est au milieu, et à côté un bout de bois. Et donc au milieu de tout ça, il y a un proton. C'est un canon à protons, hein, c'est celui des Avengers. D'ailleurs, si vous remarquez, celui des Avengers, c'est une copie conforme de celui-là. Hein. Le créateur s'est inspiré du canon à protons des champignons pour faire le canon à protons des Avengers, qui ont beaucoup évolué par rapport à ce qu'on voit dans les manuscrits médiévaux. Hein. Mais cette faculté d'envoyer des protons dans le milieu, c'est ce qui a permis aux champignons d'apprendre, d'être capables de décomposer du bois. Tant que les champignons n'avaient pas inventé ça, le bois ne se décomposait pas. Et ça a fait des gisements de charbon et des gisements de pétrole. Depuis que les champignons ont inventé le canon à protons, eh bien, il ne peut plus y avoir de formation de pétrole, il ne peut plus y avoir de formation de charbon sur Terre. Parce que tout est décomposé grâce à ça. Cette façon de décomposer du bois remet en circulation des quantités invraisemblables de matière organique, de choses qui peuvent être digérées, décomposées, accumulées dans le vivant. Le bois, on l'utilise pour se chauffer. C'est bien que ça contient énormément d'énergie. À quoi peut servir cette énergie du bois lorsqu'elle est contenue dans le sol? À faire vivre plein d'animalcules, ça c'est certain. Mais ce bois qui se décompose va également nourrir la métamorphose du milieu, la transformation du milieu. Après la tempête de 1999, il y a plein de forêts qui n'ont pas pu être récoltées. Notamment dans les endroits où les forêts meurent beaucoup aujourd'hui, le nord du Massif central, le Jura, les Vosges. Dans les lieux du nord du Massif central du Jura ou des Vosges où le bois mort n'a pas été récolté, on a vu naître de nouveaux types de forêts, avec de nouvelles essences. Et ça s'est construit grâce à l'énergie accumulée par le bois et libérée par les champignons à ce moment-là. Le changement de phase, la métamorphose d'un milieu, se fait quand il y a du bois qui meurt. Et dans l'étude qu'ont fait nos gens d'Alicante là au début, s'il y a tant de pathogènes quand un écosystème devient trop chaud et que ça tue les plantes, c'est pour qu'il y ait du bois mort.
Alors nous, on dit, ouah, c'est la picole, il y a une maladie, tout de suite, on va couper ce bois, l'ôter de la parcelle, le faire brûler, parce qu'on ne veut pas que ça transmette des maladies. Alors qu'en fait, la nature, elle est en train de tuer des plantes qui ne sont plus adaptées à leur milieu pour que nouvelles générations et d'autres plantes puissent prendre le relais. Et dès qu'une plante va mal, sa stratégie, c'est de faire beaucoup de graines. Et dans ces graines, elles vont s'accumuler dans le sol. Et dès que le milieu sera de nouveau devenu favorable à ces plantes-là, et bien elles regerment et elles repoussent. Mais ça, nous, on ne le comprend pas. Nous, on veut que ce soit propre. Dès que ça meurt, même nos vieux, on les met dans les EHPAD, on ne veut plus les voir. Je trouve pas des dames qui s'indignent un petit peu. Mais voilà, cette relation à la vieillesse, cette relation à la mort, on a du mal à l'accepter nous-mêmes, on a du mal à la voir, et donc on ne veut pas la voir sous nos yeux, et on ne supporte pas de voir un arbre mourant. Alors qu'en fait, dans son processus de décomposition, il y a quelque chose qui peut faire naître justement les écosystèmes de demain. En France, il y a 2 nouveaux types de forêts qui sont apparus depuis 1999, depuis les tempêtes. Et donc, il y a un bouquin qui s'appelle Le Prodrome de la végétation française, qui décrit tous les écosystèmes qu'on a en France. Et donc, il y en a 2 qui ont été rajoutés. D'un type de forêt qui a en Turquie, qui est apparu dans l'Essonne, et d'un type de forêt qui a en Italie, dans le nord de l'Italie, qui est apparu dans les Vosges. Voilà. Avec des plantes qui ne sont pas les plantes de chez nous, qui ont été probablement transportées par des oiseaux, mais des forêts tout à fait capables, tout à fait adaptées au réchauffement climatique. Avec une grande diversité de plantes, ça aussi c'est la caractéristique. Et pour ça, il faut du bois mort pour financer cette transition. Comme dans l'économie, une transition économique, il faut investir. L'investissement auquel consentent les écosystèmes, c'est le bois mort qui est distribué pour refaire de nouveaux écosystèmes. Voilà, et quand on regarde donc, ces mycéliums, très fortement grossis, vous voyez qu'ils sont comme entourés d'une gangue, d'une pellicule d'eau. Là, on a la carte des champignons qui décomposent le bois en France, évaluée par... donc c'est une étude qui a été faite, un atlas des champignons de France, et donc qui est évalué par le stock de carbone organique, de carbone vivant, qui est contenu dans le sol. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup dans les secteurs forestiers, des choses comme ça, il y a des endroits où il y en a moins, donc ça peut être très variable. Chaque fois qu'on augmente le taux de matière organique de 4% dans un sol. Quand j'ai commencé ma carrière à la Chambre d'agriculture, on disait qu'il fallait qu'il y ait moins de 2% de matière organique. Aujourd'hui, on nous explique qu'il faudrait entre 4 et 6%. Chaque fois que j'augmente de 4% le taux de matière organique de mon sol, par du bois mort. J'insiste là-dessus. C'est des champignons qui vont se développer dedans et qui vont occuper l'épaisseur du sol, partout où il y a du bois de racines qui se décompose. Et ces champignons-là vont être capables de stocker jusqu'à 800 mètres cubes d'eau par hectare. Pour 4%. J'aime bien 800 mètres cubes d'eau par hectare parce que sur 100 hectares, ça fait 80 000 mètres cubes. C'est une méga bassine. Chaque agriculteur qui a 100 hectares pourrait se faire en une quinzaine d'années une méga bassine, uniquement avec du bois qui se décompose, et en partant justement sur ces systèmes qu'on dit agroforestiers, dans lesquels on met beaucoup d'arbres. Si on met des arbres, dans ce cas-là, ce n'est pas pour qu'il y ait des arbres, c'est pour nourrir le sol, pour nourrir les champignons du sol et stocker de l'eau. Vous voyez, si sur chaque agriculteur de Corrèze qui a 100 hectares avait sa propre méga-bassine dans son sol, eh bien, il pourrait continuer à cultiver pendant tout l'été du maïs, des choses comme ça, sans être obligé d'arroser, et il pourrait même arriver à en faire, alors que partout ailleurs, c'est plus possible. Ça crée un stock d'eau qui serait juste fabuleux. Et c'est là l'histoire de l'homme qui plantait des arbres. Qu'à partir du moment où il y a beaucoup de bois qui se décompose, il y a beaucoup d'eau qui peut être stockée, et cette eau, il y en a tellement à un moment que ça fait rejaillir des sources. Lorsqu'on était à drainer nos terres parce qu'il y avait trop d'eau,
Ça, c'était encore il y a 50 ans, même encore récemment dans certaines parcelles. Bien évidemment que ce n'est peut-être pas la même démarche. Mais aujourd'hui, on part dans quelque chose de différent. Et il va falloir changer notre relation à l'eau, être en mesure de mieux la stocker, de mieux la garder autour de chez nous. Et donc cette métamorphose, donc une fois qu'on aura bien nourri nos vers de terre, une fois qu'on aura plein de bois morts pour les décomposer, vont apparaître un nouveau type de champignons qu'on appelle endomycorhiziens. Là, j'ai mis Rhizophagus sur une racine de pomme. Donc ça, c'est une radicelle de pomme qui fait 0,2 mm de diamètre. Et au milieu de la racine, à l'endroit où on a les vaisseaux du bois, on voit que c'est coloré en bleu, là, comme ça. Et ça, c'est un champignon, un des très nombreux champignons symbiotiques de tous nos arbres fruitiers. Rhizophagus, quand on a commencé à l'étudier, on lui a donné un nom, rhizo, racine, phagus, mangeur, qui mange les racines. Parce que c'est uniquement quand les arbres mouraient qu'on voyait ce champignon fructifier pour se diffuser, hein, pour essayer de trouver un autre arbre avec lequel vivre. Et comme on le voyait sur des racines mortes, on s'était dit que c'était celui qui mangeait des racines. Et un beau jour, on s'est rendu compte que c'était le champion, le grand champion du transport du phosphore dans le sol. Et que grâce à lui, du phosphore indisponible dans le sol devenait de nouveau disponible et permettait de nourrir correctement nos arbres. Rhizophagus. Voilà. Donc il y en a plein d'autres. Là, tac, tac, je vous ai mis des petits glomus, hein, donc, qui sont très 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 communs, plus dans le maraîchage. Hein. Et là, il manque une carte. Bon, c'est pas grave. J'espère que la prochaine marchera. Et donc voilà, donc, ça vient où, ces champignons, en fait? Ils sont présents dans 3 types d'écosystèmes. Ils sont présents au bord de l'eau, dans les ripisylves. Ils sont présents dans tout ce qui est maraîchage, et ils sont présents dans les vergers. Exactement les milieux où nous vivons. Alors, il y en a déjà qui sont présents chez nous. Il y en a déjà quelques-uns. Ah, si, il y a quand même la carte. Mais quand on voit comment se répartissent ces champignons sur Terre, on voit que dans les zones tropicales, c'est en rouge, il y en a 100%, que 100% des trames de champignons tropicaux sont constituées de ces champignons-là, et que chez nous, vous voyez, c'est tout dans le bleu, à peine verdâtre, hein, donc 10 à 20% de nos écosystèmes, de nos zones cultivées, contiennent ces champignons. Alors que vous voyez, en Amérique, là, ils sont déjà à 50%. Pareil, alors là où c'est blanc sur la carte, c'est parce qu'il n'y a pas de données d'études. Hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas de champignons, c'est juste que ça n'a pas été étudié sur toute la planète. Hein. Mais en Chine, vous voyez, sur la Mandchourie, sur le Japon, 50%. Chez nous, c'est resté bleu. On a pris du retard par rapport aux autres pays où ces champignons ont déjà commencé à migrer. En France, on identifie à peu près 200 types de champignons mycorhiziens, donc comme cela, dans nos secteurs cultivés. En Amérique, on est plutôt aux alentours de 3000. Vous voyez, c'est beaucoup plus que chez nous. En Asie, on est plutôt aux alentours de 15 à 18 000 types de champignons différents. Comment ces champignons arrivent? Comment? C'est une histoire de microbiote. Si aujourd'hui, notre écosystème, on va dire, si je suis producteur de fromage, si mon fromage, c'est du bleu d'Auvergne, comment je fais pour le transformer en tome de Savoie? Et ça doit se passer dans nos sols, et ça va se passer avec beaucoup d'énergie. Et cette énergie, ce n'est pas l'énergie du travail qu'on va y faire qui va être importante. C'est le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois à décomposer, ce qui va permettre de passer d'un système à un autre. Et donc, si aujourd'hui on n'a pas tellement ces champignons, c'est parce que chez nous, on a un autre type de champignons qu'on appelle ectomycorhiziens, qui vivent à l'extérieur des racines et qui font ces petites pelotes
qu'on appelle mycorhizes. Hein, voilà, et donc, oui, qui sont autour. Hein, là, c'est une racine de chêne. Au milieu, c'est tout rouge, c'est que du chêne, et le champignon est à l'extérieur. Donc, et à l'extérieur, en fait, ils ne sont pas capables de piloter l'eau dans la plante, alors que les endomycorhiziens, tout à l'heure, sont capables de piloter l'eau dans la plante, d'apporter de l'eau, mais aussi de sortir de l'eau quand la plante a trop d'eau dans son feuillage. Et donc, chez nous, c'est une photo de Maillard. Eh bien, tous les arbres qui sont là autour sont tous des champignons ectomycorhiziens. Nos châtaigniers sont ectomycorhiziens. Nos hêtres, nos chênes sont ectomycorhiziens. Tous les conifères qu'on plante sur le plateau de Mivache sont ectomycorhiziens. Et donc, ne sont pas capables de s'adapter au réchauffement climatique. Ce n'est pas la bonne trame de champignons. Il faut qu'on la fasse évoluer. Et pour la faire évoluer, en fait, voilà, ben, oui, quand on regarde la façon dont ils se répartissent sur Terre, et ben oui, sur toute l'Europe, on est resté dans ce monde-là, qui est un monde hérité des dernières glaciations. Parce que l'ectomycorhize, en fait, est une adaptation des champignons au froid, à l'hiver. Et on est resté dans ce truc-là, et depuis 12 000 ans que la glaciation s'est arrêtée, on n'a pas évolué. Pour plein de raisons, culturelles déjà, hein, parce que la forêt, des formes d'agriculture qui sont nées chez nous sont toujours des formes d'agriculture qui ont exclu la forêt. La forêt, c'est le lieu du danger, du petit chaperon rouge qui se fait manger par le grand méchant loup. C'est le lieu des brigands, des épines, c'est le lieu des dangers. En Asie, tous les systèmes agricoles sont agroforestiers. Tous les systèmes anciens, enfin quand je dis anciens, qui ont plus de 50 ans, quoi, sont tous des systèmes agroforestiers, tous des systèmes avec des arbres. Les gens ont pris l'habitude de vivre avec les arbres et les arbres ont évolué en même temps que les gens ont évolué. Et les trames forestières donc, se sont adaptées parce que les gens vivent dans des forêts. Hein, beaucoup de chercheurs qui sont partis étudier l'agroforesterie dans ces zones-là n'avaient même pas, enfin, avaient l'impression d'être dans des forêts alors qu'ils étaient dans des écosystèmes complètement cultivés par les humains, où les arbres étaient dans une très grande diversité, tous comestibles, tous utilitaires, et faisaient vivre beaucoup de personnes dans ces forêts. Hein. Voilà, et donc là, on a un retard considérable. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, hein? La vie est belle, il ne faut pas oublier comment on va rattraper ce retard. Le premier élément, c'est qu'on a des alliés. Toutes les plantes à fleurs. Toutes les plantes à fleurs, pollinisées par les abeilles, sont sur cette trame du futur. Si on ne sait pas quelle plante planter, il faut demander aux abeilles. Il y a des apiculteurs parmi vous? Non? Oui, ben voilà, il y en a un qui sait. Il faut demander aux abeilles. Il faut demander aux apiculteurs de quoi ont besoin les abeilles. Humains et abeilles ont évolué ensemble depuis la nuit des temps. Les abeilles pollinisent ce que l'on mange et créent des écosystèmes qui viennent d'où on vient depuis la nuit des temps. Et les humains, ils viennent d'où? Ils viennent d'Éthiopie, ils viennent d'Afrique, ils viennent d'endroits qui sont complètement endomycorhiziens. Et quand les abeilles ont, après le réchauffement, à la fin de la dernière glaciation, ont commencé à se développer et à migrer vers le nord en même temps que nous, et bien en fait, elles ont commencé à construire un écosystème et une trame microbiologique du sol qui était conforme à leurs besoins à elles et à nos besoins à nous. C'est peut-être pas pour rien qu'on est tous souvent si gourmands de ce miel. Et donc voilà, ces plantes à fleurs, toutes les plantes des haies, toutes ces plantes sauvages, elles sont déjà capables de créer ces trames-là. Et quand on est producteur, quand on a un verger, en fait, il faut être très conscient qu'il y a un petit peu de tout ça. Mais si dans notre verger, on n'accueille que nos plantes cultivées, et souvent un peu sur les mêmes porte-greffes, on va se dispenser en faisant ça d'une trop grande diversité. Et dans chaque verger, il faudrait qu'il y ait quelques sauvageonnes supplémentaires
quelques-unes de ces plantes de lisière, ces plantes fleuries qui accompagnent justement la transition, la métamorphose de notre âme. Des plantes de sous-bois également. J'ai mis le lierre, j'ai mis comment ça s'appelle, le troène. Lierre et troène, là-haut, ce sont des plantes assez étonnantes. Elles vivent dans le sous-bois, à l'ombre. Elles font de la photosynthèse, bien évidemment. La photosynthèse, c'est le contraire de la respiration, de ce que font les humains. Nous, on brûle du sucre et ça dégage de la chaleur. Les plantes, elles prennent des gaz carboniques de l'air, vapeur d'eau de l'air, et elles font du sucre. Et ça fait du froid. Et certaines plantes qui vivent dans les sous-bois vont devenir très froides, parce qu'elles font de la photosynthèse, en plus à l'ombre, donc encore plus froid. Qu'est-ce qui se passe dans ma chambre, ou même ici, sur les carreaux, quand on est nombreux à respirer et que dehors il fait plus froid, ça fait de la buée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans un sous-bois quand un arbre transpire? Est-ce qu'il fait de la vapeur d'eau qui sort au-dessus de sa tête? Eh bien non. La vapeur d'eau des arbres sort par le dessous des feuilles. Elle est froide, cette vapeur, cette transpiration des arbres. Et elle est lourde parce qu'elle contient de l'eau. Et elle descend dans le sous-bois. Et elle se pose sur des plantes encore plus froides. Et ça fait de la buée. Cette buée est immédiatement absorbée par certaines plantes. Toutes les plantes n'absorbent pas la buée. Et les plantes de beaucoup de nos arbres n'absorbent pas la buée. Par contre, toutes les plantes là qu'on a vues, et notamment celles du haut là, sont capables d'absorber la buée. Mais ça, c'est dramatique pour elles, d'absorber la buée. Ça fait rentrer de l'eau dans l'organisme, dans la sève élaborée, celle qui contient tous les sucres, et donc ça va diluer cette sève. Ce qui fait que beaucoup de plantes ne sont pas capables de diluer leur sève. C'est comme si nous, on diluait notre sang immodérément. On serait sûrement en très mauvaise santé. Mais sauf que ces plantes de sous-bois qui vivent déjà avec ces fameux champignons endomycorhiziens, ceux qui savent s'adapter au réchauffement climatique. Ces champignons qui vivent au milieu de la racine, près des faisceaux de sève, ils sont capables de sortir l'eau absorbée par le lierre, de l'eau absorbée par le troène et par quasiment toutes les légumineuses d'ailleurs, capables de sortir cette eau de la sève pour la remettre dans le sol. Des chercheurs ont mesuré que dans une forêt bien équilibrée, c'est-à-dire multi-étagée, dans laquelle on a des tas de strates d'arbres différentes, dont des strates de plantes au feuillage persistant capables de capter cette eau-là, ou des légumineuses qui sont quasiment toutes aussi capables de capter cette eau-là, et bien l'eau des arbres peut être dans la même journée évaporée, condensée, retournée dans le sol, évaporée, condensée, retournée dans le sol, évaporée, condensée, 6 à 7 fois. Et plus il fait chaud, mieux ça marche. Car s'il fait très chaud à l'extérieur, 40 degrés en fait, il suffit que dans le sous-bois et que sur ces feuilles de lierre il fasse 28 degrés, c'est quand même chaud 28 degrés. Nous on ne le sent pas parce qu'on a la peau à 37 degrés, on ne sent pas l'humidité qui se pose sur nous. Mais le lierre qui est froid, lui il sent l'humidité qui se pose sur lui et il absorbe. Et il suffit quand il fait 40 degrés dehors, il suffit que dans mon sous-bois il fasse 28 degrés pour que ce système se mette en marche. Mais ce système se met en marche et seulement si il y a les fameux champignons dans le sol qui vont être capables de faire sortir cette eau des racines et la remettre dans le sol. Ce qui n'est pas encore bien le cas dans nos forêts. Mais qui peut devenir très rapidement le cas dans nos vergers. Pour peu qu'on laisse pousser les lierres sur les pommiers.
ou que l'on plante des troènes, des buis, des lauriétales, des houx, toutes ces plantes à feuillage persistant qui aiment bien l'ombre des sous-bois. Donc nos vergers vont ressembler de plus en plus à des forêts, vergers, jardins. Tout ça, c'est un peu la même chose. Et que si on ne séparait pas les fonctions des écosystèmes différemment, et si on réfléchissait à tous les mettre ensemble, on arriverait probablement à aider la nature à faire des choses juste prodigieuses.